qui en Europe se soucie de la préhistoire? Un jésuite qui a décidé de se faire paléontologue et anthropologue. Il va partager son temps entre la théologie, l'étude et les voyages. Il se nomme Pierre Teilhard de Chardin était un homme qui est né en 1881, auvergnat, et il est devenu jésuite, géologue et paléontologue. Pierre Teilhard de Chardin était né ici, dans le château de Sarcenat, en Auvergne, le paradis des géologues. Il a une double vocation, chercher la présence de Dieu et chercher le lointain passé de l'homme. Pierre Teilhard de Chardin va parcourir le monde, son marteau de géologue à la main. Ce méditatif, c'est un ouvrier de la terre. De 1920 à 1923, il enseigne la géologie à l'Institut catholique de Paris. Mais ce professeur n'est pas un homme de bibliothèque. C'est un explorateur, c'est un aventurier de la science. En 1923, le voilà en Chine. Il était là-bas comme géologue et comme paléontologue, d'abord appelé par son confrère, le père Lissante. Il va y rester plus de 20 ans. Il parcourt cet immense pays qui est traditionnel et pourtant aspiré par l'avenir. Pour étudier des sites avec des fossiles présumés, des fossiles humains présumés, et il y est resté et a très vite travaillé avec les géologues chinois et internationaux. Ce que Pierre Teilhard de Chardin va découvrir là, c'est le synanthrope. C'est la trace du premier ancêtre de l'homme. Pour Teilhard de Chardin, l'homme est quelque chose qui n'est pas fini, qui va encore évoluer. L'homme et l'univers sont en perpétuelle ascension. 就在药师沟的北部少溪沟湾，有一个旁边找到各种各样的牙齿，我就发现成唐人的一个牙齿，是德国人的第二纪发现的。Le Chardin participe à la croisière jaune. Alors, il n'est pas parti avec un grand enthousiasme au début. Il trouvait que c'était beaucoup de temps sur une vie très chargée, très remplie. Il y a été appelé en tant qu'expert, bien sûr, géologue et paléontologue. Il s'est dit qu'il pourrait bénéficier comme ça d'observations, même s'il savait qu'elles seraient bridées. Devenu quasiment un fonctionnaire chinois, il représentait aussi une sorte de caution pour cette expédition. Et les connaissant bien, il pouvait aider, ce qui a été le cas plusieurs fois, se débrouillant un peu en dialecte, et connaissant les Chinois, il a aidé plusieurs fois lors des arcanes extrêmement complexes, arcanes diplomatiques, administratives, qu'il a fallu gérer tout au cours de l'expédition. Alors pour tous ces hommes, il y a évidemment un esprit d'entreprise et un goût de l'aventure incroyable. Pour le père Teilhard, c'est aussi une occasion géologique d'arpenter la Chine. C'est aussi le goût de la rencontre, le goût des autres. Il voit aussi à travers les hommes. Et pour lui, la géologie se poursuit dans l'humanité, c'est tout un. L'homme et la géologie, c'est tout un, c'est l'univers. Il a une aura en Chine incroyable, puisque des musées récents, notamment dans les Ordoses, dans la boucle du fleuve jaune, le célèbrent avec statue en cire, grandeur nature, lui et le père Lissante. Alors pourquoi? Parce qu'il a participé avec d'autres bien sûr, mais lui a joué un rôle important dans la découverte, l'élaboration de la description de la préhistoire en Chine.
德日进是1923年的5月份从法国的马赛出发，所以当时中国跟法国之间的航线只有上海到马赛，所以他先到上海，大概到5月中旬的时候就到了上海，所以那个时候上海，我想他一定到这个徐家汇来。Cette découverte, cet établissement de l'homme préhistorique en Chine est très important pour les Chinois. 中国科学院古脊椎动物与古人研究所呢，也叫RVPP 简称。那么这个所的历史很悠久，从1929年就开始已经建立了。当时呢，它叫新生代研究室。新生代研究室呢，是当时的中国地质调查局跟当时在北京的协和医院，在这个洛克菲勒基金会的共同资助下建立起来。这个当时的人很少，只有3个人，研究人员只有3个人。一个是协和医院的这个解剖系的解剖学的教授，叫 David Black。另外一个呢是杨中健，他是刚从德国的慕尼黑大学毕业过来。另外一个就是德日进。所以说呢，德日进可以说是中国古脊椎动物这个研究的一个领路人和奠基人之一。在他的这个带领下吧，跟杨中健一起，最早开始了中国古脊椎动物学的研究。Et il est encore une référence, on utilise encore ses ouvrages. 这个德日进的思想可以提供给我们什么呢？我觉得是一个非常完整的一种人类的视野。他看人，他不是单单的从人类本身来看，在人类本身，但是他还从整个的环境、地球一个大的历史，从一个更大的历史来看人的存在。所以他的 human phenomenon 这个人的，我们翻译成人的现象。这个书是到了1990年代，从那个李洪奇的翻译，是我的朋友那个严伯飞用他的那个出版社帮他出版的然后我就读了，我当时就拿到，我就读的就觉得很受启发。So I have here in front of me, a book of Teilhard de Chardin called Le phénomène humain, which is his major work. Alors, le père Teilhard de Chardin est quelqu'un qui voit large. C'est un scientifique, c'est un religieux, que l'univers fait tout un, est en évolution, se complexifie. Pour lui, l'évolution est la modalité de la création divine. C'est un langage que l'Église a du mal à entendre. On est au début du XXe siècle. L'Église a peur de ce langage parce que ça remet en question beaucoup de points dans leur formulation. Il est mort dans la pauvreté parce qu'il y avait 12 personnes à son enterrement. Les Français n'étaient pas là. Il y avait la communauté jésuite américaine où il vivait. Mais il est enterré dans un cimetière des jésuites aux États-Unis, le long de l'Hudson. Et dans l'expérience de la croisière jaune, on retrouve quelques éléments, quelques sentiments, quelques expressions, en tout cas un vécu qu'on peut quelque part mettre en parallèle, en moins intense bien sûr, avec celui de la guerre de 14. Dans son écrit de la nostalgie du front, rédigé en 1917, il évoque déjà la passion de l'inconnu, le moi de l'aventure et de la recherche, le goût de la liberté. La croisière jaune, c'est pareil. Je trouve intéressant ce parallèle entre la guerre et cette croisière qui va vraiment au bout de la résistance physique, morale, psychologique, spirituelle de ces hommes de la croisière jaune. Parce que l'aventure humaine a une direction, parce que le phénomène humain a un sens. C'est bien d'avoir trouvé l'homme de Pékin.
Les résultats des travaux du père Teilhard de Chardin ont une valeur inestimable pour l'époque et sont toujours reconnus de nos jours. Il éditera sa fameuse carte itinéraire géologique à travers le Gobi. Mais c'est surtout sa remise en question du postulat de l'époque qui situait le berceau de l'humanité dans le Pamir et en Asie orientale, qui, une fois encore, démontre qu'il est dans ce domaine comme en d'autres un visionnaire. Voici ce qu'il dit dans le bulletin de la Société de géographie Terre, Air, Mer de décembre 1932. Chacune des dernières grandes expéditions centra-asiatiques a espéré trouver l'origine de l'homme dans les déserts du continent jaune. Et bien entendu, nous avons caressé le même rêve. Or, dans cette direction, et je dois insister sur ce fait, le résultat de mes observations est distinctement négatif. Rien ne suggère l'idée d'un foyer de culture paléolithique comparable à celui qui se découvre actuellement au nord et au sud de l'Afrique.